Bienvenue sur la vidéo explicative du jour qui va traiter d'un sujet dont vous avez certainement déjà entendu parler sans forcément comprendre à quoi ça correspond. Il s'agit du minage de crypto-monnaies, un terme pas forcément facile à comprendre, surtout quand on vient de découvrir la crypto. La première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi on parle de minage ? Tout simplement parce que c'est le mot que Satoshi Nakamoto, le créateur du Bitcoin, a décidé d'utiliser dans le livre blanc qui est devenu la fondation de tout l'écosystème moderne des crypto-monnaies. Il est écrit « L'arrivée régulière d'une quantité constante de nouvelles pièces est analogue aux mineurs d'or qui dépensaient des ressources pour augmenter la quantité d'or en circulation. Dans notre cas, c'est du temps de calcul et de l'électricité qui sont dépensés. Donc, le minage de Bitcoin est une activité qui permet d'augmenter la quantité de pièces en circulation en échange d'un certain travail. Et bien évidemment, ce sont les mineurs qui reçoivent les pièces nouvellement mises en circulation. Ils sont récompensés pour leur travail par le biais de cette création monétaire. Maintenant, il faut parler du travail qui est effectué. Parce que le minage, ce n'est pas juste un moyen de créer de l'argent, évidemment. C'est un mécanisme qui a pour objectif de sécuriser le réseau. La partie création monétaire du minage ne sert qu'à s'assurer qu'il y aura des gens intéressés pour participer à cette sécurisation du réseau. Bien sûr, on aurait toujours pu compter sur des bénévoles et avoir recours à des mécanismes différents. Mais en 2009, il n'y avait que Satoshi, tout seul face au système bancaire et une poignée de cypherpunks pas forcément passionnés de suite par son projet. Certains l'ont trouvé ridicule, d'autres pensaient que ce serait un échec, etc. Il fallait donc absolument trouver un moyen d'attirer les gens, et pour cela, il n'y a rien de mieux que l'appât du gain. Les participants sont naturellement motivés pour faire du mieux qu'ils peuvent. Le minage est donc né avec le Bitcoin, et s'est ensuite répandu puisque la majorité des crypto-monnaies ayant suivi le Bitcoin ont choisi le même système pendant quelques années. Au bout d'un moment, des alternatives sont apparues. Par exemple, vous avez peut-être récemment entendu parler du staking, qui consiste à verrouiller ses actifs, un petit peu comme dans un livret A, pour obtenir des intérêts. C'est quelque chose dont on parlera dans une autre vidéo parce que la technologie n'est pas la même. Le minage et le staking sont mutuellement exclusifs parce que le minage est un procédé associé à la preuve de travail, proof of work en anglais, alors que le staking est associé à la preuve d'enjeu, proof of stake en anglais. Si vous êtes nouveau, ça peut faire beaucoup de nouveaux concepts à apprendre en même temps, mais il n'y a pas de quoi paniquer. Si nécessaire, vous pourrez toujours regarder la vidéo une deuxième fois, après tout. Donc, nous avons d'un côté la preuve de travail avec le minage, et de l'autre côté la preuve d'enjeu avec le staking. Avant de comprendre la différence, il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est que cette histoire de preuve. Nous allons donc revenir au début, c'est-à-dire la sécurisation du réseau. Le réseau Bitcoin a pour objectif de permettre des transactions financières. Donc un réseau sécurisé, c'est un réseau où les transactions ne peuvent être ni falsifiées, ni censurées. Mais lorsqu'il y a plusieurs participants, pour parvenir à un résultat cohérent, il faut que tout le monde se mette d'accord. Une autre expression que l'on peut utiliser pour dire se mettre d'accord, c'est parvenir à un consensus. Le Bitcoin a donc été créé par Satoshi Nakamoto avec ce qu'on appelle un mécanisme de consensus bien défini. Il s'agit tout simplement d'une procédure pour se mettre d'accord. Par exemple, lors des élections présidentielles en France, le mécanisme de consensus consiste à aller placer des bulletins dans des urnes puis de compter les résultats. À la fin, tous les citoyens français sont d'accord pour dire qui est le président. Le Bitcoin, ça n'est pas si différent sur le principe. On doit se mettre d'accord sur les transactions financières qui ont été réalisées, et comme il y a plusieurs participants, il faut qu'il y ait une procédure bien définie. Ici, pas question de vote par contre. Le réseau Bitcoin ne peut pas vérifier si vous avez une carte d'électeur, il ne peut pas vérifier si vous êtes honnête ou pas. Donc il a fallu trouver un système plus complexe, et ce système c'est le mécanisme de consensus Nakamoto. Le mécanisme de consensus créé pour le Bitcoin repose sur une idée toute simple. Pour prouver que vous êtes honnête, il va falloir travailler dur et résoudre une énigme mathématique. C'est pour cette raison qu'on appelle ça la preuve de travail. Lorsque vous avez trouvé la réponse à l'énigme, vous obtenez le droit de publier des informations sur le réseau. Les autres participants sont obligés de reconnaître que vous avez trouvé la réponse et une nouvelle énigme est proposée. Mais pour bien comprendre à quoi on a affaire, on va se pencher un peu sur les détails de l'opération. Au début du processus, l'ordinateur du mineur va regarder dans un répertoire disponible sur le réseau et qu'on appelle la mempool. Ce répertoire contient l'ensemble des transactions en attente sur le réseau. Parmi toutes ces transactions, il choisit celle qu'il désire publier, en principe en fonction des frais de transaction offerts. Parce que lorsqu'un mineur publie une transaction, il obtient le droit de garder une partie des fonds en fonction de ce que l'envoyeur a choisi. Donc généralement, le mineur recueille simplement les transactions avec les frais les plus élevés. Une fois que la liste est faite, il va prendre toutes les informations concernées ainsi que la date, le numéro de bloc et un certain nombre d'autres choses pour créer un bloc de la chaîne de blocs.
Mais préparer le bloc, ce n'est pas suffisant, il faut ensuite résoudre l'énigme. Dans le cas du Bitcoin, l'énigme est basée sur ce qu'on appelle une fonction de hachage. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, la fonction de hachage est un processus mathématique, informatisé la plupart du temps, qui transforme une quantité arbitraire de données en un résultat qu'on appelle empreinte, qui fait généralement toujours la même taille. Ces fonctions sont essentielles à un grand nombre de procédés informatiques et se trouvent au cœur de la crypto-monnaie moderne à plusieurs endroits, pas seulement dans le processus de minage. Pour mieux comprendre, voici un exemple avec la fonction de hachage SHA-256 qui est utilisée dans le Bitcoin. Je vais copier quelques paragraphes de texte avec un chiffre à l'intérieur et je vais calculer leur empreinte. Voilà le résultat. Mais si je recalcule l'empreinte du même texte avec un seul chiffre de différent, l'empreinte n'est pas du tout la même. Et si je change encore une lettre, nous obtenons une troisième empreinte qui n'a rien à voir avec les deux autres. Ce sont des résultats si différents parce que les fonctions de hachage sont conçues pour ça. Le résultat est toujours le même tant que le texte de base est toujours le même, mais dès qu'il y a un changement à la source, même tout petit, ça doit pouvoir être détecté facilement. Une autre des caractéristiques de ces fonctions, c'est aussi qu'il est impossible de prévoir le résultat. Il faut faire le calcul pour savoir à quoi ressemble l'empreinte. Grâce à ces caractéristiques, les fonctions de hachage permettent de transformer de la puissance de calcul en sécurité pour une crypto-monnaie, indirectement. Reprenons donc le procédé de minage là où nous nous étions arrêtés. Le mineur a assemblé son bloc, et il doit maintenant faire passer ce bloc par la fonction de hachage. Il obtient alors une empreinte constituée de chiffres et de lettres. Et dans le cas du Bitcoin, pour avoir le droit de publier son résultat, il faut que l'empreinte obtenue ait une valeur inférieure à un certain seuil. Il s'agit du niveau de difficulté. Le niveau de difficulté est en fait une valeur que l'empreinte ne doit pas dépasser. Imaginons que la lettre A corresponde à 1 point, la lettre B à 2 points, etc. Alors le mot Bitcoin vaudrait 72 points. Bitcoin fonctionne sur le même principe, même si j'ai simplifié un peu pour que ça soit plus compréhensible. Globalement, on peut assigner une valeur à une empreinte qui provient d'une fonction de hachage, et comme l'empreinte est imprévisible, la valeur de l'empreinte est imprévisible aussi. Heureusement, il suffit de changer un seul chiffre dans les données qui sont passées par la fonction de hachage pour changer toute l'empreinte. Donc, dans le cas du mineur qui a mis les transactions, la date et tout le reste dans le bloc, il va aussi intégrer à l'intérieur du bloc un petit numéro. Et à chaque tentative ratée d'obtenir une empreinte qui a une valeur suffisamment basse, il va réessayer avec un bloc dans lequel on trouve un numéro différent. Si ça ne marche pas avec le 1, il essaye avec le 2, puis avec le 3, etc. Au bout d'un certain nombre d'essais, s'il est assez chanceux, le mineur trouvera un résultat qui a une valeur inférieure au niveau de difficulté. Lorsque c'est le cas, il n'a plus qu'à envoyer une copie du bloc validé à d'autres participants sur le réseau, et à continuer son travail avec un nouveau bloc et de nouvelles transactions. Si vous avez prêté attention, vous avez certainement remarqué que le résultat dépend aussi fortement de la chance, puisqu'on ne peut pas prévoir le résultat de la fonction de hachage. À cause de ça, le minage est un petit peu comparable à une sorte de loterie, ce qui a plusieurs inconvénients. D'abord, la conséquence directe de ce côté aléatoire, c'est qu'il est possible de miner pendant très longtemps sans jamais être récompensé, parce que vous ne trouvez pas la réponse. Pour trouver la réponse, il faut avoir suffisamment de puissance de calcul pour pouvoir lutter face aux autres participants. Si vous avez 10% de la puissance de calcul du réseau, en pratique vous aurez aussi 10% de chance de réussir à valider un bloc. Mais étant donné la puissance de calcul sur le réseau à l'heure actuelle, il est devenu impossible pour un particulier de miner un bitcoin chez lui avec son ordinateur. Ensuite, il faut savoir que c'est la raison pour laquelle le bitcoin est énergivore. Faisons un petit calcul. À l'heure actuelle, le réseau avait une puissance de calcul d'à peu près 180 exahash par seconde, il y a quelques jours. Ce qui veut dire que chaque seconde, la fonction de hachage est calculée 180 milliards de fois. Toutes les secondes. Alors qu'un bloc prend 10 minutes environ, c'est-à-dire 600 secondes pour qu'une solution à l'énigme soit trouvée, en moyenne. De ce fait, avec une puissance de calcul à 180 exahash par seconde, un bloc requiert en moyenne 108 000 exahash, ou 108 zetahash, comme on veut. Pour essayer de s'imaginer un petit peu ce que ça représente, on pourrait visualiser chaque calcul de la fonction de hachage comme un grain de sable. Il y a quelques années, la BBC a donné le chiffre approximatif de 1,504 x 10 puissance 21 grains de sable dans le Sahara. Donc, si chaque grain de sable correspond à un calcul, chaque bloc sur le réseau Bitcoin qui a été miné correspond à un peu moins de 72 fois le sable qu'il y a dans le Sahara. Bien sûr, ça n'est pas pour autant que le Bitcoin va détruire la planète ou je sais quoi.
L'énergie utilisée pour faire ces calculs est en fait de l'énergie qui provient généralement d'endroits où il y a un surplus énergétique. Autrement dit, les mineurs ne peuvent pas être compétitifs s'ils vont dans les endroits où l'énergie est déjà dépensée pour autre chose. C'est pour cette raison que les mineurs avaient tendance à s'installer jusqu'en mai 2021 en Chine dans la région du Sichuan, où l'électricité était extrêmement peu chère. Une grande partie de cette électricité aurait été produite de toute façon, même sans les mineurs. Et puis certains d'entre eux utilisent aussi de l'énergie provenant de sources renouvelables, évidemment. Ce n'est pas le cas de tous, de la même manière que pour la question du surplus énergétique. Le Bitcoin consomme aussi de l'énergie qui n'est produite que pour lui. Je souhaite simplement qu'une chose soit claire, c'est que c'est inutile d'être alarmiste ou de représenter le Bitcoin comme l'ennemi numéro 1 de l'écologie. Oui, il n'est pas parfait, mais le monde de la crypto avance pendant qu'on débat futilement de ces questions. Parce qu'il faut savoir que la solution du minage trouvée par Satoshi Nakamoto a déjà été supplantée par des alternatives qui lui sont supérieures à bien des égards. Nous avons déjà parlé de la preuve d'enjeu qui sera présentée dans une vidéo ultérieure, mais il ne s'agit là que de l'une des alternatives les plus anciennes à la preuve de travail du Bitcoin. Depuis peu, il existe même des mécanismes de consensus radicalement différents comme le consensus avalanche que j'ai présenté dans la vidéo dédiée à la crypto-monnaie du même nom. Le minage a donc beau consommer de l'énergie à cause de ce côté aléatoire de la preuve de travail, son importance s'amoindrit au fil du temps. Aujourd'hui, le minage de crypto-monnaies, c'est surtout une technologie qui semble avoir déjà vécu son âge d'or et qui est lentement en train de disparaître du marché, au profit d'alternatives plus économes et tout aussi sécurisées. Le Bitcoin reste encore en haut du tableau de par son statut de père de la crypto-monnaie, mais parmi les successeurs les plus récents qui ont su faire parler d'eux comme Avalanche, Solana ou Polkadot, il n'y en a pas un seul qui a recours à la même technologie. Malgré tout, vous aurez peut-être quand même envie d'essayer et de miner de la crypto-monnaie, simplement par curiosité ou alors pour investir autrement qu'en achetant des pièces. Pour cela, il y a plusieurs possibilités. Miner de chez vous en solo, miner avec une coopérative, ou payer pour un service de minage. Pour miner en solo, vous allez devoir vous tourner vers autre chose que le Bitcoin. Ceci parce que le Bitcoin a évolué tellement que les ordinateurs que vous pourriez avoir ne seront pas capables de le miner. Pour miner du Bitcoin, il faut aujourd'hui un ordinateur spécialisé qu'on appelle un ASIC. En gros, il s'agit d'un ordinateur qui n'est conçu que pour une seule chose, miner du Bitcoin dans sa version actuelle. Si une nouvelle version du Bitcoin change d'algorithme de minage, la machine deviendra probablement incompatible. Et si vous souhaitez vous en servir pour autre chose que du minage de Bitcoin, c'est même pas la peine d'essayer. Nous ne sommes plus dans le cas où en 2009, n'importe quel ordinateur accessible aux particuliers pouvait miner du Bitcoin, et même pour les ASIC c'est difficile. Avec un ASIC tout seul chez vous, vous disposerez d'un pourcentage tellement faible de la puissance de calcul du réseau que vous aurez autant de chances de réussir à miner un bloc que de gagner au loto. Acheter un ASIC Bitcoin pour les particuliers, c'est comme acheter un ticket Euromillion à 1500 € qui consomme de l'électricité et qui fait du bruit. Donc ça n'est pas vraiment conseillé et il vaut mieux se tourner vers d'autres solutions. Sans aller voir ailleurs, vous aurez toutefois la possibilité de miner des crypto-monnaies autres que le Bitcoin et qui fonctionnent avec la preuve de travail. Difficile de dire quel sera leur avenir, mais certaines ont tout de même des propositions de valeur intéressantes. Et puis, tout dépend de leur version spécifique de la preuve de travail et du minage. Personne n'a dit que les limites que le Bitcoin n'arrive pas à dépasser sont universelles. Vous avez donc cette possibilité de miner autre chose chez vous en solo. Mis à part ça, vous pouvez également avoir recours à une coopérative de mineurs appelée Mining Pool en anglais. Le principe est simple, tous les mineurs de la coopérative vont se mettre d'accord pour miner la même chose au même moment, et si l'un d'entre eux trouve un bloc, les récompenses seront partagées avec les autres membres de la coopérative. De cette manière, le risque de ne jamais rien miner est diminué, mais les récompenses potentielles sont diminuées d'autant. Si vous voulez miner avec un ASIC chez vous, c'est donc possible de passer par une coopérative, mais à ce moment, vient la question de la rentabilité et du prix de l'énergie. Et clairement, en France, c'est très difficile d'être rentable sur beaucoup de crypto-monnaies, et littéralement impossible sur le Bitcoin. La rentabilité dépend du prix d'électricité que vous payez par rapport aux autres mineurs sur le réseau, et la plupart des mineurs paient des prix entre 2 et 5 fois plus bas qu'un français. Donc là encore, miner du Bitcoin, ça n'est pas idéal. Possible, mais pas idéal. Pour les Français qui tiennent absolument à miner du Bitcoin, il n'y a donc plus qu'un seul recours de vraiment envisageable, c'est de passer par des sociétés qui vous permettent de louer une machine qui mine du Bitcoin dans un endroit où c'est rentable. Les Anglais appellent ça le cloud mining. Comme la société prend forcément une marge pour l'entretien des machines, l'électricité, le paiement des employés, etc., ça sera moins rentable que si vous aviez la même machine au même endroit et que vous en étiez propriétaire, évidemment. Mais ça reste faisable, tant que vous trouvez une société fiable. Parce qu'il faut faire très attention à une chose dans ce domaine, c'est qu'il y a eu beaucoup d'arnaques au cloud mining avec des sociétés qui offraient leurs prestations à des tarifs qui n'étaient absolument jamais rentables pour les clients.
Donc surtout, n'allez pas chercher de petits prestataires inconnus si vous décidez de faire du cloud mining, et restez sur les sociétés françaises qui sont connues de la communauté. En tout cas, vous devriez maintenant avoir bien intégré tout ce qu'il faut savoir à propos du minage. J'espère donc qu'on pourra se revoir prochainement pour la vidéo suivante qui sera à propos du staking, l'alternative écolo du minage.